Mesdames et messieurs, merci de suivre cette émission, l'avant-dernier numéro de la semaine. C'est un honneur de vous retrouver. Je reçois Richard Pinda, avocat, cadre IDPS, communicateur Union Sacrée, Siméon Isako, journaliste, promoteur de Casinfo, Diony Kaninda, journaliste, promoteur de Congo Market. Deux journalistes, un politique. On va décrypter l'actualité. Nous en saurons un peu plus sur ce qui s'est passé à Luanda. On en saura un peu plus sur ce qui s'est réellement passé avec la MONUSCO. On en parle avec nos trois invités. Mesdames et messieurs, l'actualité en images. L'agression rwandaise, la MONUSCO complice et traître. En marge de la réunion du Conseil de sécurité sur la situation sécuritaire en RDC, qui s'est tenue le 29 juin dernier, la chef de la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a déclaré que le M23 se comporte de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé, avec des équipements de plus en plus sophistiqués. Bintou Keïta a admis en quelque sorte ce que le gouvernement congolais affirmait déjà, je cite, une armée conventionnelle est en train en ce moment de s'affronter au FARDC. Mais seulement, la patronne de la MONUSCO l'a affirmé au Conseil de sécurité sans pour autant citer nommément le Rwanda et l'Ouganda, déjà identifiés par les gouvernements de la RDC comme des vrais agresseurs. Dire que le M23 se comportait comme une armée conventionnelle serait une tentative d'admettre que ces pro-rwandais respecteraient la Convention de Genève et donc seraient dédouanés des crimes de guerre qu'ils commettent sur le territoire congolais et que les qualificatifs de terroristes n'étaient pas appropriés pour les désigner. La question que d'aucuns se posent est celle de savoir comment une soi-disant mission de stabilisation vieille de 20 ans doit ignorer l'origine des équipements sophistiqués utilisés par les M23. Alors que les objets récupérés par les forces armées de la RDC sur les champs de bataille prouvent à suffisance que c'est le pouvoir de Paul Kagame qui combat les FARDC. Madame Bintou protégerait-elle les parrains du M23? Il faut dire qu'il n'y a que des casques bleus de la MONUSCO qui ne voient pas ce que les FARDC voient. Ont-ils de la myopie ou de la presbytie? Alors autant de questions que se posent les Congolais. La guerre de l'agression contre notre pays fait partie de la politique étrangère de certains pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils recourent à la violence, allais-je dire, pour avoir accès aux matières premières stratégiques qui peuvent en faire des grandes puissances de notre monde. La violence, la souffrance, la mort font partie de la politique des assassins financiers et économiques dont certains sont membres du Conseil de sécurité. La MONUSCO serait-elle complice de l'opinion? Ça, tout le monde doit le savoir. Mesdames et messieurs, voici la réflexion de Congo Buzz Télévision. Et je reçois, comme je l'ai dit tout à l'heure, trois invités. Je commence avec Kaninda. Vous êtes promoteur de Congo Market. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci pour l'invitation. Je salue tous ceux qui nous suivent sur Congo Buzz. Hier, j'ai suivi encore un magazine sur le média, sur la plateforme TNT. Je crois que c'est un grand travail qui s'est fait ici, qui mérite notre soutien et le soutien de tous les Congolais. Merci. Parce que nous pensons qu'il nous faut finalement des médias qui puissent faire la promotion de l'intérêt du Congo et de la bonne image de ce pays qui souffre beaucoup parce que, vous savez, nous vivons un temps de complot contre le pays et ce complot passe par les médias internationaux, mais aussi des médias locaux qui parfois prennent des choses qui sont véhiculées dans les médias internationaux aveuglement et qui relayent et qui commentent alors qu'on sent que Congo Buzz fait un travail justement de conscientisation et de mobilisation du peuple congolais. Merci. Par rapport à ce complot que subit le pays. Alors, Bintou Keïta, ces propos, la position de la MONUSCO, la position du Conseil de sécurité, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que d'abord, entre nations, ce sont les intérêts qui comptent. Vous pouvez beau avoir un partenaire stratégique, ce n'est pas comme dans l'église ou quand vous avez confiance en votre frère et votre frère a confiance en vous, vous ne pouvez pas vous trahir parce que vous êtes liés par un même code qui est la Bible.
Mais dans les relations internationales, chacun voit ses propres intérêts. Donc, vous pouvez être amis, mais quand il s'agit, par exemple, des intérêts économiques, vous pouvez voir votre ami vous tourner le dos. Lorsqu'il s'agit, par exemple, des intérêts territoriaux, même votre partenaire privilégié peut vous tourner le dos. Mais vous restez en collaboration sur d'autres pistes. Par exemple, sur le plan de l'éducation, sur le plan de développement, et ainsi de suite. Mais sur cette question-là, de l'économie ou de la défense, vous vous séparez avec votre partenaire. Ça se passe comme ça dans les relations internationales. Mais ici, lorsqu'on voit la position de Bintou Keïta, c'est une position qui réconforte un peu la campagne diplomatique menée par le président Tshisekedi, qui visait à démontrer que le M23, le mouvement terroriste M23, parce qu'il faut les désigner tel quel, c'est un mouvement terroriste, de par les actions, le mode opérandi de ce groupe armé, il n'est pas en tout cas différent d'un groupe terroriste. Donc la diplomatie du président Tshisekedi était de montrer effectivement à la face du monde que ce groupe-là ne peut pas agir sans l'appui du Rwanda. Mais Bintou Keïta estime que c'est un groupe qui se bat de façon conventionnelle. En fait, l'intelligence derrière, c'est pour dédouaner ces gens-là de ne pas être des victimes poursuivis pour crimes contre l'humanité, puisqu'ils utilisent des armes conventionnelles. Il dit, c'est Bintou Keïta qui le dit. Est-ce que ce n'est pas anticipé déjà pour dire que ce ne sont pas des criminels à sang qu'on doit... Voilà, est-ce que ce n'est pas une anticipation? Cher Christian, je vois en Bintou une Africaine qui est sous la pression de l'Afrique, qui dit ce qui se passe sur la RDC n'est pas normal, ça doit s'arrêter. Mais entre-temps, il a aussi la pression de ses patrons, de la communauté internationale, parce qu'il ne faut pas porter complètement la voix de la RDC. Donc au même moment qu'elle dit le M23 est en train de mener une guerre avec des moyens sophistiqués, tout ça, mais elle ne sait pas aller très loin pour désigner le Rwanda, mais en même temps, il faut jouer les jeux de la communauté internationale pour ne pas mettre sur la boucherie le M23, si jamais demain la voix de la RDC était entendue, de pouvoir mettre en place un tribunal pour ce qui s'est passé dans l'Est du Congo. Donc il ne faudra pas exposer les M23 qui ne sont que des marionnettes avec le Rwanda, des marionnettes des multinationales ou des forces néocolonialistes qui voudraient maintenir la RDC dans une position faible en vue de pouvoir profiter de ses richesses. Donc, Bintou Keïta se trouve dans cette position-là un peu, et c'est comme ça qu'elle entretient une certaine ambiguïté autour de la question de l'Est, n'est pas valider le discours de Félix Tshisekedi pour ne pas exposer complètement les M23 et le Rwanda au verdict populaire ou de la communauté internationale, mais aussi ne pas livrer la communauté internationale en avouant clairement que le M23 est un mouvement qui utilise des armes non conventionnelles et tout. Sinon, demain, ça va se retourner contre la communauté internationale. Alors, Maître Mpinda, la question, c'est plutôt de voir avec sous le regard de la MONUSCO. Est-ce qu'aujourd'hui, la MONUSCO serait en train de faire les lits, finalement, d'un pardon international des M23, afin qu'on dise, bon, maintenant que les M23 se retirent, alors, il n'y a pas de poursuite, ni chez vous au pays, ni au niveau international. Est-ce que ce n'est pas la préparation pour ça? Parce que regardez, personne ne dit que c'est des terroristes. Ni l'Amérique, ni l'ONU, personne n'ose dire que c'est des terroristes. Est-ce qu'ils éviteraient de les taxer des terroristes justement pour faire les lits? Non seulement le lit du point de vue des poursuites, mais aussi du point de vue de la traque. C'est-à-dire qu'on est en train de trouver au M23 une excuse de continuer à demeurer et de continuer à pérenniser l'instabilité à l'est de la République. Vous savez, il faut faire une lecture telle qui a été faite ici tout à l'heure pour dire que quand il s'agit des questions économiques et que l'Afrique, et particulièrement la République démocratique du Congo, sur le point de se développer, vous allez vous rendre compte que l'Occident va commencer à chercher des excuses. Je vous ramène ici en 1960, Lumumba accède au pouvoir. Il tient son tout premier interview. Et lors de cette interview, il vous dit ouvertement que nous sommes disposés à faire de la République démocratique du Congo une démocratie moderne. Et pourtant, le combat de l'Occident, c'est celui de démocratiser l'Afrique, de démocratiser les institutions de l'Afrique à leur instar. Mais vous allez vous rendre compte que lorsqu'il l'a dit,
on lui a posé la question par un journaliste de l'Occident qui lui pose la question de savoir qu'est-ce que vous allez faire parce que l'expertise, vous n'en avez pas. Il dit non, nous avons certains parmi nous qui ont déjà appris à évoluer d'une certaine manière et nous allons recourir, je dis bien, j'insiste sur ce fait-là, à l'expertise de la France et plutôt de la Belgique qui nous a colonisés. Nous allons les avoir comme des conseillers pour éventuellement asseoir cette démocratie. Mais quelqu'un qui tenait pareil discours, on va l'imputer d'être un communiste. Mais c'était pourquoi? Parce que lorsque vous suivez la lutte de Lumumba était celui de faire développer la République du Congo, la République démocratique du Congo à l'époque. Et alors, on devait le renverser d'une certaine manière. C'est ainsi qu'on recourra à Mobutu. Mobutu devait être à la solde de l'Occident. Lorsqu'on arrive au point où Mobutu prend conscience pour dire que non, il est temps de servir la nation, on va lui trouver une autre stratégie. Laquelle stratégie? On recourt à Mouzé. Mouzé accède, on donne des armes à Mouzé, on pense que c'est un ivrogne, quelqu'un qui a passé tout son temps dans les maquis, qu'il ne savait quoi faire. Eh bien, ils se disent qu'on peut le maîtriser, on peut éventuellement arriver. Lorsque Mouzé, il essaie de s'organiser à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on trouve quelqu'un d'autre. Ici, on recourt à Kabila. Kabila, quelqu'un qui ne maîtrisait rien du tout, sorti de nulle part. Pardon? Il est le général des forces armées. C'est pas quelqu'un qui ne maîtrise pas tout. Ça, c'est ce qu'on nous a appris. On se rend compte que Kabila qui arrive, avec aucune formation, avec aucune expérience à la tête de ce pays, il enfonce davantage l'État. Donc, ça dit que les prémices de ce qui avait été laissé par Mobutu ont été bradés. Prenons par exemple le cas de la GKM. Mais ils disent qu'ils n'ont rien trouvé. Je ne veux pas vous faire sortir de votre sujet, mais ils disent qu'ils n'ont rien trouvé. Le pays était dans le gouffre. Mais c'est eux qui disent. Vous avez lu le rapport de l'IGF sur le bradage de nos richesses au niveau de la GKM. Qu'est-ce que Mobutu a laissé et qu'est-ce qu'ils en ont... Alors, pardon, je vais vous couper, mais revenons sur votre voix. Vous étiez en train de dire qu'on trouve toujours les gens pour remplacer. Exactement, on trouve toujours les gens pour le remplacer. Mais ici, Tshisekedi arrive. Tshisekedi est focus vers le développement. C'est-à-dire qu'il place le pays sur le développement. Et vous allez vous rendre compte, on commence à nous créer des problèmes. Le premier acte qui a été posé, lorsqu'on dit avoir mobilisé les recettes, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à 7 milliards de dollars, on vous crée une situation avec la rivière Kasaï. La pollution de ce rivière-là, il y fallut dépolluer cette rivière-là. L'argent devait venir d'où? Ils disent, au nom de l'humanité, ils devaient, en principe, puisque la faune a connu des problèmes, en fait, les êtres humains, c'est-à-dire que les femmes sont en difficulté jusqu'aujourd'hui, même les enfants sont morts, les animaux, ainsi de suite, tout ça, vous vous rendez compte qu'ils ne vous aident pas. Ils vous mettent plutôt en difficulté. Et entre-temps, ils vont vous dire qu'ils sont partenaires privilégiés, et d'une autre part, ils vont vous dire qu'ils veulent vous accompagner. Mais qu'est-ce qu'ils vous donnent comme conseil? Rappelez-vous, lorsque Yuma sort pour vous dire que non, c'est sur la bienveillance de l'Occident que les actifs miniers de la GKM ont été bradés. Et lorsqu'ils vous disent aussi qu'ils n'ont rien trouvé, c'est-à-dire Kabila et consorts, mais ils trouvaient que la GKM était une seule et unique entreprise. Mais on l'a morcelé par de suite, c'est-à-dire qu'il y a eu une gestion chaotique. Alors, lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne réussissent pas, pourquoi? Parce que Tshisekedi reste focus sur le développement de la République, puisqu'il a compris. C'est-à-dire que tendre la main continue à tendre la main vers l'Occident, vous n'aurez rien. Vous connaissez l'histoire avec le 16 blocs pétroliers ici. C'est-à-dire qu'on vous crée Greenpeace pour éventuellement vous empêcher de jouir de ces argents-là. C'est-à-dire qu'ils veulent être là pour être effectivement un obstacle. Voilà maintenant ce qui se présente présentement avec la situation que nous connaissons ici à l'Est de la République. Ils nous ont promis de nous accompagner avec les DDR. Où est l'argent? On ne nous le donne pas, on ne le met pas à notre disposition. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que si nous arrivons à mettre fin à cette instabilité à l'Est de la République, si nous arrivons à financer la réinsertion de groupes armés, ainsi de suite, tout ça, mais écoutez, il y aura la paix en République du Congo et la République du Congo va se développer et par conséquent, la République du Congo n'aura plus une main tendue vers nous pour éventuellement, nous ne saurons pas, par conséquence, les contrôler. Et ici, ils ont essayé avec, Fayoulou, ils se sont rendus compte que le rapprochement des Fayoulou avec Joseph Kabila l'a fragilisé. Ils se sont rendus compte aussi que le rapprochement de Kabila et Moïse Katumbi l'a aussi fragilisé. Ils ont espéré avoir Ambongo pour éventuellement orienter la population vers un soulèvement. Vous vous rappelez, lorsque la population a commencé à soutenir les institutions de la République, Ambongo a fait une sortie pour dire que si la RDC était le paradis, il aurait fait le choix d'aller vers d'aller en enfer. Allez-y comprendre tout ça. Ce sont des éléments qui ont été mis en place pour éventuellement, laissez-moi chuter pour dire ceci. Oui. Et actuellement,
ils sont en train de vous préparer le docteur Mukwege. Pourquoi? Parce que la décision ou la position de Tshisekedi a pu emballer toute la population de l'Est de la République. Vous vous rendez compte que la population soutient les institutions et principalement le commandant suprême des forces armées. Pourquoi? Parce que ces derniers veulent en finir avec le Rwanda. Maintenant, ils se disent que lorsque la population de l'Est va dans le sens de Tshisekedi, nous devons créer quelqu'un qui a pignon sur rue à l'Est de la République, qui pourrait facilement emballer l'opinion, et ils vous le disent. Il faut voir comment est-ce qu'ils décrivent Mukwege de manière élogieuse. Vous allez voir que mais il est prix Nobel, ça suffit. C'est suffisant, il est prix Nobel, c'est quelqu'un qui a un agenda Quelle est important. l'expérience qu'a Etienne? Mais Ouais. qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit au sujet de Tshisekedi? Que c'était un partenaire privilégié, c'est-à-dire que c'était l'interlocuteur valable. On l'a élogié à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'il disait, ben, écoutez, ces gars, on peut le maîtriser. Un viveur, comme les uns les autres pouvaient le dire ici, quelqu'un qu'on pouvait. On ne pensait pas qu'il avait l'âme du Congo. Cet homme a été discrètement préparé par son père pour assumer cette fonction-là. Ça, ils ne l'ont pas compris, ils ne l'ont pas vu venir. Très bien. Et mieux encore, excusez-moi, je voudrais citer terminer, ici. parce que là, Lorsque vous avez vous pris plus de citez temps. le docteur Mukwege, quelle est l'expérience politique du docteur Mukwege? C'est un médecin hors pair. Oui, mais Non, en mais quelle est politique, l'expérience politique? mais en politique, il ne l'a pas encore géré. Non, mais Il la fait déjà la gérer. difficulté, c'est Oui. celle-là. Oui, mais Tshisekedi n'avait pas non plus géré avant la Non, politique. Tshisekedi avait appris la politique. Ben, lui aussi, C'est-à-dire Dr que, Mukwege apprend, écoutez, on nous sait posons pas. deux problèmes. Nous Oui. posons Mais deux est-ce que problèmes. Dr Mukwege veut? Est-ce qu'il est demandeur? Non, ne vous en faites pas. Quand l'Occident vous prépare quelque chose, il commence par préparer l'opinion. C'est-à-dire que dans l'opinion, il travaille maintenant. Il travaille pour préparer l'opinion. En fait, ici, le problème, c'est quoi? C'est que je reproche ici, je n'ai rien contre le docteur Mukwege, mais je suis contre plutôt, j'allais dire, les solutions à l'occidental. Quelle est la solution occidentale qui a déjà marché dans ces pays? Je vous prends le cas de Kabila. Très bien. Je vous prends le cas de Mobutu. Maître Richard, permettez qu'on prenne Siméon, on reviendra à vous. Siméon Isako, on revient sur la question de Bintou Keïta. Bintou, est-ce que Bintou est au courant des propos qu'elle tient? Par exemple, quand elle dit les M23 ont des armes sophistiquées et que les armes de M23 se rapprocheraient à une armée conventionnelle. En fait, ça veut dire que le M23 dispose des chars de combat. Ça veut dire que le M23 dispose d'une puissance de feu incontournable. Est-ce qu'elle est en train de nous dire que la MONUSCO, le Conseil de sécurité et toutes les institutions du monde n'ont pas connu où on achète ces armes-là? Pourquoi ne nous parlez pas du vendeur, du fournisseur de ces armes? Je vais répondre à ta question. Je salue d'abord mes co-débatteurs, Jenny et Maître Richard. Je salue aussi les téléspectateurs. Tu as dit tout à l'heure que Tshisekedi, avant la présidence, il n'avait pas géré. Non, c'est faux, Tshisekedi avait géré parce que quand on a la responsabilité d'orienter la politique extérieure d'un si grand parti comme l'UDPS. Non, pas de parti. Moi, je parle de la gestion de la Res Publica. C'est ça la gestion. C'est quoi la gestion? De la Res Publica. C'est quoi la gestion? C'est quoi la gestion? C'est quoi la gestion? C'est ça qu'on appelle gérer. Il a géré la politique extérieure de l'UDPS. Oui, mais c'est un fait privé, c'est pas un fait public, c'est un fait privé. Il s'est préparé à tout ça. La preuve, c'est que vous voyez aujourd'hui comment il est en train de mener sa diplomatie sur le plan africain, mais aussi mondial, de succès en succès. Vous comprenez que c'est quelqu'un qui a été préparé pour la gestion de l'État. Moi, je ne conteste pas. Moi, je disais que on parlait de Oui. Bintou Keïta. Conteste Mais pas. écoutez, Bintou Keïta, c'est une diplomate de taille. Elle est consciente de ce qu'elle dit. Elle n'est pas inconsciente. Elle n'est pas enfant. Elle est consciente de ce qu'elle dit. Il faut d'abord se poser la question de savoir le M23 qui donne l'arsenal de guerre au M23. On dit bien que c'est le Rwanda qui fournit au Rwanda. On dit bien qu'une partie provient de la Chine. Et ce sont ces matériels qu'on retrouve auprès de M23. Et donc Bintou n'est pas inconsciente. Elle est consciente de ce qu'elle dit. Mais nous devons, ce qui est important à soulever dans cette affaire est que la RDC est presque seule dans ces combats contre l'M23. La République démocratique du Congo est presque seule. C'est quoi aujourd'hui les discours de la Belgique face à cette agression de la RDC? C'est quoi aujourd'hui
les discours des États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi vous attendez que les autres aient un discours Non, pour s'il vous vous? plaît. Battez-vous vous-même. De devenez la fort. France, c'est quoi Ouais. aujourd'hui leur discours? L'Ukraine, envahie par la Russie. Ils se sont tous prononcés. Ils se sont levés. Ils ont sanctionné la Russie. C'est des Mais Occidentaux. voilà. Mais c'est quoi aujourd'hui leur discours face à l'agression contre la RDC? Ils ont préféré cette terre. Et donc, cela nous amène à comprendre que Bintou Keïta ne pouvait pas prendre une position contraire à celle prise par les États-Unis, la France, la Belgique et les autres pays du monde, les grandes puissances du monde. Parce que ce que Bintou doit dire doit être validé par le Conseil de sécurité. Et si nous réfléchissons, Mais nous qui sont voyons- les vendeurs? Nous voyons qu'au Conseil de sécurité... Mais pourquoi on n'indexe Nous pas les voyons- vendeurs? Le nous M23 achète voyons- des armes chez qui? Nous voyons qu'au Conseil... Non, mais est-ce qu'il faut se poser la question? Les M23 achètent les armes chez qui? D'autant plus qu'on connaît que c'est les Rwanda qui fournit les armes en 23. Non, Pourtant, ça, aucune nous organisation devons ne pas- reconnaît nous devons ça. pas- Nous ne devons pas nous poser Mais cette question. aucune organisation ne reconnaît ça. Aucune organisation ne Les reconnaît. Rwandais reconnus. Non, aucun pays ne reconnaît d'avoir Les vendu- Rwandais reconnus. qu'il a vendu les armes. Les Rwandais reconnus. Les Rwandais reconnus. Hier, à Luanda qui soutient les M23. Les Rwandais l'a reconnu. Là, vous déduisez. Hein. Je ne déduis pas, les Rwandais l'a reconnu. Parce que il y avait Tshisekedi d'une part et Paul Kagame de l'autre part. Ils étaient en train de négocier. En tant que qui? Kagame a négocié avec Tshisekedi en tant que qui? En tant qu'interlocuteur valable. Et donc c'est lui qui a représenté les M23 sur la table des négociations. Il est venu représenter les M23 parce que c'est lui le patron des M23. Ça veut dire que Kagame a reconnu que c'est lui qui fournit le M23. Au M23 les armes, je vais dire. Et donc je rentre dans ma logique pour dire que c'est difficile que Bintou tienne un discours contraire à la position des grandes puissances du monde. Très bien. Parce que ce que Bintou doit faire est orienté par les conseils de sécurité. Et nous connaissons tous que les conseils de sécurité est financé majoritairement par les États-Unis et bien d'autres puissances du monde. Mais si les États-Unis d'Amérique et ces puissances du monde, ces multinationales, profitent de cette insécurité à l'est de la RDC, ils ne vont qu'appuyer ce que Bintou dit. Alors, Donc nous n'avons pas à ce stade à pleurnicher. C'est pourquoi l'élan qui a été pris pour ces négociations, d'abord sur le plan diplomatique, ces négociations, mais aussi sur le plan militaire, ce sont des approches à saluer. Donc on va parler directement. nous laissons les temps au temps Très bien. pour voir ce qui est en train de Alors, devenir. nous allons, parce qu'on a parlé juste de la première partie, maintenant parlons de la deuxième partie. Je crois que c'est les sujets qui nous intéressent tous. C'est la question de ce qui s'est passé hier. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la deuxième question, l'actualité en images. Que va rapporter la rencontre Kagame et Félix sur la sécurité de l'Est? Une question que se pose l'opinion. En tout cas, les Congolais ne croient plus à une possibilité pour Paul Kagame de faire la paix avec les RDC. Kigali, qui joue la marionnette des Occidentaux, ne pourra jamais être en paix si le Congo retrouve le calme. Voilà pourquoi la population congolaise se montre prudente et attire l'attention du président de la République sur cette tripartite de Luanda qui ne va rien produire. Même Faustin Twagiramungu, ancien Premier ministre de la République du Rwanda, a appelé Tshisekedi à la prudence face à Kagame. Il estime que la rencontre de deux chefs d'État devrait aboutir à une résolution incontournable sur le retrait immédiat des combattants de la RDF, c'est-à-dire du M23. Mais pour faire un compromis avec Kagame, il faut être prudent pour ne pas tomber dans son piège, a-t-il alerté. À Luanda, le scénario a été inédit. Les deux chefs d'État placés face à face lors de la tripartite se sont sciemment évités de regard. C'est que Tshisekedi et Kagame se boudent mutuellement et ne sont plus du tout en confiance. La feuille de route de cette tripartite prévoit le retrait du M23, le retour de réfugiés, et il est stipulé de toute exploitation de ressources naturelles dans la région doit se faire dans le strict respect de la souveraineté des États.
Même si les deux parties ont décidé de cessation des hostilités, rien n'indique que les terroristes du M23 quitteront Bunagana, qu'ils occupent depuis un moment. Il y a des zones d'ombre, personne ne sait ce que deviendra le M23, pour lequel Paul Kagame s'est fait l'interlocuteur auprès de Félix Tshisekedi. Le chef de l'État devrait se méfier de son homologue rwandais. Félix Tshisekedi devra dès maintenant travailler pour la réforme de l'armée congolaise, seul moyen d'imposer et de contraindre Kigali à respecter l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Alors, avec vous, Dionil Kaninda, une réflexion simple. Et la question que je poserai à Maître Pinda et même à Siméon. En qualité de qui Kagame vient représenter le M23 et le cessez-le-feu dont on parle. Kagame vient en tant que qui pour résoudre cette question-là? Ça, c'est la première question. Mais la deuxième question. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui Kagame soit à l'offensif alors que à la défensive, alors que Kagame, depuis 18 ans, c'était un éternel muet. On parlait même d'une tombe. On ne peut pas répertorier plus de 5 vidéos ou de 10 vidéos de Kagame parlant de la RDC. Mais depuis 4 ans, Kagame parle comme pas possible. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci beaucoup. D'abord, je pars de la sémiologie. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu 2 chefs d'État protagonistes placés face à un 3e chef d'État africain pour pouvoir parler de la question sécuritaire dans l'Est du Congo. Dans l'Est du Congo, pas en Afrique, dans l'Est du Congo. 2. À ma connaissance, je n'ai jamais vu le président de la République dialoguer avec des gens, parler avec des gens, visage renfrogné. Je crois que vous l'avez déjà rencontré quelques fois. C'est pour la première fois que je vois le président de la République, depuis les débuts, depuis la première photo de son arrivée, jusqu'à la dernière, je ne l'ai pas vu souriant comme d'habitude. Ça dit beaucoup pour nous qui avons fait la photo est là? sémiologie. Voilà. Donc, du début à la fin, vous pouvez voir que Félix Tshisekedi... Il y en a même qui parlent mieux que cette fille. Oui. Donc, du début à la fin de cette rencontre, le président n'a pas souri un seul instant. Donc, notre président de la République, c'est pour la première fois qu'il va passer 2 jours sans sourire. Donc, c'est grave. Sur le plan de la sémiologie, donc c'est grave. Et ça, Kagame n'arrive pas à le supporter. Parce que je vais vous rappeler cette vidéo qui a circulé sur la toile, où Kagame tendait la main au chef de l'État et le chef de l'État n'a pas pris la main de Kagame. Je crois que nous avons tous vu la vidéo. Et même il y a la photo, il y a une photo que le manipulateur monte en disant que Tshisekedi a salué Kagame là-bas. Mais moi, c'est bon pour moi, qu'il se salue ou pas, c'est pas un problème pour moi. Mais cette photo n'est pas vraie, puisque la main qu'on salue, c'est la main de Lorenzo, et non la main de Tshisekedi. Exact. Ouais. Donc, non, nous devons avoir le courage de dénoncer moi, c'est la manipulation que je dénonce. C'est de la manipulation. Mais qui se salue les deux, moi, c'est pas mon problème. Mais regardez simplement le visage du président Tshisekedi, regardez sa gestuelle, regardez comment il s'est comporté et comparé avec d'autres rencontres, vous comprendrez dans les signes, dans les symboles que le président Tshisekedi a aujourd'hui une posture, en tout cas, qui le place au-dessus de Kagame. Et ça, Kagame a du mal à pouvoir se retrouver ou se rattraper. Il a du mal. Alors, comment est-ce que Kagame vient parler au nom du M23? En quelle qualité? Mais c'est justement parce que aujourd'hui, il y a des gens qui disent non, voilà, la diplomatie, vous nous avez parlé de la diplomatie agissante, voilà, elle a échoué, elle a échoué, elle a échoué. Comment est-ce qu'on a pris Bunagana? On a pris une autre localité, mais au lieu de déloger les M23, vous allez négocier. Chers Christians, il faut que nos compatriotes comprennent une chose, et beaucoup le savent, que la RDC, je le disais tout à l'heure, fait objet d'un complot. C'est-à-dire,
les nations du monde qui trouvent leurs intérêts au Congo, qu'ils soient américains, russes, français, belges, Chine ou que sais-je encore, étant donné que leur industrie fonctionne sur base de matières premières stratégiques se trouvant uniquement ou en majeure partie en RDC, ils ont intérêt à ce que la RDC ne se stabilise pas, la RDC ne s'organise pas pour que puissent faire tourner leurs industries. Mais maintenant, le président Tshisekedi, il a entamé une démarche, celle de démontrer au monde que ce qui se passe chez moi, c'est une situation inacceptable. D'abord, on a privé à la RDC la capacité de pouvoir monter en puissance en ce qui concerne son armée. Lorsque vous regardez la position démographique de ce pays, et vous regardez la position qu'occupent les FRDC dans l'échelle africaine, comment vous pouvez expliquer ça? Comment nous pouvons être 11e alors que la puissance d'une armée se détermine par rapport au nombre d'éléments combattants, c'est-à-dire la RDC aujourd'hui nous sommes à 150 000 hommes combattants. Sur chiffre, hein. Ça c'est sur papier. Dans la pratique, c'est autre chose. Hein. Tu sais que le président de la République l'a démontré qu'on m'a dit qu'on avait autant de militaires. Quand je suis sur le terrain, je ne vois pas ces militaires-là. Mais aujourd'hui, oui, ça, c'était lié justement à la magouille qui s'est faisée pour affaiblir les forces qui étaient dans l'Est. Mais aujourd'hui, ce qui est vrai, c'est que les chiffres concernant le nombre de nos forces combattantes, le chiffre, il est vrai. On est, si pas à 150 000, à plus de 150 000. Parce que depuis que le président Tshisekedi, parce que ce chiffre-là date d'il y a 3 ans, depuis que le président Tshisekedi est arrivé, il a entamé les recrutements dans les rangs des FRDC de la police, il a entamé les formations des militaires en Israël, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on n'est plus à 150 000. Mais ma dynamique... Parce que tout était faussé au départ. En fait, le problème, c'est que quand on laisse à Tshisekedi une armée, on laisse au président une armée sur papier bien faite, bien structurée. Et c'est de ça que le chef de l'État disait autrefois que j'ai trouvé une armée structurée. La structure dont le chef de l'État parlait, c'était sur papier. Il trouve que tout est fait sur papier. Mais quand il se rend sur terrain, il se rend compte que sur le papier et sur la pratique, la réalité elle est tout autre. Et là, et je pense que le chef de l'État a eu même mal en disant que comment les gens peuvent être méchants à ce point. Voilà. Comment on et c'est là, il a même relevé la magouille au sein de l'armée. C'est ce qui corrobore, ce que je dis, qu'au niveau international, on a essayé, au niveau local avec les autorités locales, on a essayé de priver au pays les moyens de pouvoir placer son armée en position de pouvoir défendre le territoire. Donc, on affaiblit d'abord sur le plan de l'équipement et on affaiblit sur le plan de la présence des forces combattantes sur le territoire concerné par les richesses. Et en ce moment-là, on peut bien en envahir les parties-là et la RDC sera en incapacité de pouvoir se défendre. Ça, c'est ce qui s'est passé au niveau international. Mais la dynamique maintenant du président Tshisekedi, et ça, c'est justement contre ceux qui pensent que la RDC doit s'engager dans une guerre aujourd'hui à yeux bandés. Non, voilà, on déclare la guerre et on commence la guerre tout de suite. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine. Ils ont dit... comment il s'appelle encore le gars? Non, Zelensky, voilà, tu peux commencer la guerre, on est là, on va t'appuyer. Mais après, quand on commence à frapper, regardez aujourd'hui à quoi ressemble l'Ukraine. Donc c'est un peu ce qu'on pense. Quand vous regardez l'arrogance de Kagame, en ce qui concerne la question de la guerre, vous regardez aujourd'hui Kagame, c'est combien de militaires qu'il a? 33 000 environ. Voilà. Mais nous, on parle de 150 000, bon, même si on est à 100 000. Payés, vêtus, nourris par les Mais quand vous regardez ces gens-là, vous regardez le nombre-là de militaires rwandais, vous regardez son équipement, il est 45e sur l'échelle africaine. Mais vous regardez son arrogance, vous dites, mais attendez, chez nous, on sait que quand vous voyez un petit venir menacer un grand, sache qu'il y a un grand qui est caché quelque part, derrière le petit. Merci. Donc, la diplomatie du président Tshisekedi, pour terminer, a payé. Tshisekedi est arrivé à démontrer, même à Nairobi, il a démontré que justement, le M23 ne pouvait pas agir de cette manière-là sans l'appui d'une force extérieure. Et cette force-là, il l'a nommée, c'était le Rwanda. Et ça a payé. C'est comme ça qu'aujourd'hui, parce que vous avez posé la question de savoir en qualité de qui
Kagame vient parler pour le compte de M23. C'est parce que Tshisekedi est arrivé à démontrer que le M23 a été appuyé par le Rwanda. Et c'est comme ça que le Rwanda sort maintenant de son silence, de sa cachette pour dire effectivement, nous devons maintenant travailler ensemble pour pouvoir maîtriser la question avec ce que j'appelle les 3 R, c'est-à-dire le retrait de M23 inconditionnel, le retour des réfugiés, s'il y en a, mais aussi le 3e R, le respect de la souveraineté des États. Merci, mais ici, il ne faut pas parler des États, c'est ce que moi je condamne ici, c'est ce que je dénonce. On ne doit pas parler du respect de la souveraineté des États, on doit parler du respect de la souveraineté de la RDC. C'est de ça qu'il s'agit ici. Alors, parce que si l'Union africaine, parce que c'est elle qui est à la base de cette rencontre-là, oui, c'est l'Union africaine qui est à la base de l'organisation de cette rencontre, il faut que l'Union africaine, au-delà de ce que les 3 chefs d'État se sont dit, ou les 2 chefs d'État se sont dit sous la barre de Lorenzo, il faut que l'Union africaine tiennent compte qu'ici, il s'agit de la souveraineté de la RDC qui est menacée par l'invasion rwandaise et non de la souveraineté des 2 États parce que la RDC n'a rien envié au Rwanda. Alors, vous aurez tous les 2 7 minutes, hein, parce que Kadinga fait 7 minutes. Je le complète tout simplement. Lorsqu'ils disent la souveraineté des États, c'est un message autre. Il faut lire entre les lignes pour comprendre. Ils vous disent tout simplement que la République démocratique du Congo n'a pas le droit de faire la guerre au Rwanda. Parce que le pays qui est agressé aujourd'hui, il a été établi, même la déclaration finale de ces assises de Luanda démontre à suffisance que c'est Kagame. Kagame l'a reconnu, puisque aujourd'hui, la République démocratique, on le dit, que le cessez-le-feu a été signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Mais si le Rwanda n'a pas agressé, si le Rwanda n'a pas envahi la République démocratique du Congo, en vertu de quoi, par quel mécanisme Kagame va signer. C'est le feu. Et à côté, il n'a pas été accompagné de M23. Mais ici, il faut le reconnaître, il faut le dire. C'est-à-dire que Kagame se trouve a été démasqué. Est-ce que Tshisekedi n'a pas poussé Kagame finalement au bout, au dos, au point que Kagame accepte l'inacceptable? À la veille de cette rencontre-là, Kagame a fait une sortie médiatique où vous sentez un Kagame moins arrogant. Oui. Un Kagame, il veut la paix, oui. Il clame la paix. Parce que Kagame a compris une chose. Il a constaté sur terrain que les FARDC continuaient à tuer. Vous avez vu l'attaque récente ici avec la perte du général, le général rwandais ici, c'est lui qui a été hospitalisé au Burundi, Makenga. Oui. Et vous avez suivi avec son adjoint. Cela a démontré, beaucoup sont morts. Il faut voir le Rwandais qui était étalé, se faisant passer pour le M23. Et il faut aller comprendre qu'il a compris que Tshisekedi est déterminé à en finir. Et le nombre de troupes qui continuent d'aller vers le front. Et il faut encore considérer une chose, que le fait est que l'opposition rwandaise, pour eux, ils trouvent un bouée de sauvetage. C'est-à-dire qu'ils fomentent aussi comment renverser Kagame. Et, ils se le disent, exactement. Non seulement l'ancien Premier ministre, vous avez suivi, mais c'est l'unique fois où vous sentez la voix des opposants. Et ici, chez nous, les Banyamulenge dont Kagame s'était toujours servi pour éventuellement venir ici au nom des Toutifone défendre ces populations qui ont la même morphologie, il y a des voix qui s'élèvent aussi pour dire que non, nous n'avons rien à voir avec Kagame, nous n'avons rien à voir avec ce qui se passe à l'Est. Mais cela est dû à quoi? Tout simplement à la détermination qu'a Tshisekedi pour en finir. Mieux encore, l'Occident, on dit, avec l'Occident, il faut faire très attention. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont que d'intérêt. C'est-à-dire que Kagame, s'il devient de plus en plus encombrant, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. Comme on l'a fait avec Mobutu. Exactement. On l'a même fait avec Abiyarimana. On l'a fait avec on le fera avec tout le monde. On l'a même fait avec Blaise Compaoré. On le fera avec tout le monde. On l'a fait avec Gbagbo. On l'a fait avec Kadhafi. Est-ce que le temps de Kagame est-il arrivé à la fin? Est-ce que le glas sonne-t-il pour Kagame? Non, mais écoutez, mais ça va de soi. Il a compris. C'est ainsi qu'il veut maintenant négocier. Et en espérant avoir de l'espoir. Mais ici, il faut faire très attention. Moi, je dis toujours que, j'aime bien le dire comme ça peut vexer certaines personnes, mais les nègres que nous sommes, nous devons faire très attention avec l'Occident. L'Occident ne nous aime pas, ils ne nous aimeront jamais. Ils aiment ce que nous avons dans nos terres. Ils veulent l'Afrique sans l'Africain. On l'a dit, on l'a démontré tout à l'heure ici. Comment pouvez-vous expliquer qu'un État soit agressé plutôt, j'allais dire, on vous le dit ouvertement. Les États-Unis vous disent que nous signalons, nous constatons la présence de troupes rwandaises sur le sol congolais, mais on ne les sanctionne pas. Mieux encore,
on continue encore de vous fragiliser, c'est-à-dire qu'on vous ôte votre capacité de pouvoir vous défendre. Ils l'ont commencé longtemps et aujourd'hui ils continuent. Cette affaire d'embargo par exemple, mais ça ne s'explique pas. La République démocratique, c'est-à-dire qu'on lui ôte une partie de sa souveraineté. La souveraineté implique que la sécurité de la République soit garantie par les forces républicaines. Et aujourd'hui, lorsque vous faites cette allusion aux forces onusiennes qui se disent que nous sommes en incapacité de pouvoir défendre la République démocratique du Congo ou d'accompagner les FARDC. Parce qu'ils vous disent que l'armement détenu par le M23, ce sont des armes modernes qui dépasseraient même les forces de l'ONU. Quelle est la raison d'être de l'ONU sur le sol de la République démocratique du Congo s'ils s'avouent vaincus, sans avoir combattu? Kagame estime que le M23 est un groupe ethnique, mais sans dire l'ethnie en question. Non, mais il faut qu'on se le dise aussi. Est-ce que être terroriste vous empêche d'être un groupe ethnique? Mais les groupes ethniques sont aussi des terroristes, dans le cas de M23. Mais c'est quelle ethnie? Mais il le dit tout simplement. Il veut vous dire tout simplement que le Tutsi que j'ai envoyé là-bas, que j'ai créé comme ethnie, pour que on en vienne à mais malheureusement, il est mal à l'aise parce qu'il y a les Nyamulenge qui détruisent la thèse. Non, alors, mais finalement... les Banyamulenge oui. ont compris que nous ne sommes plus à l'époque, comme le disait Tshisekedi, que je ne suis pas un ancien Kadogo que l'on peut manipuler facilement. La donne a complètement changé. Maintenant, il faille à ce que la population congolaise soit éveillée. La population doit être éveillée et comprendre la stratégie de l'Occident, c'est la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, l'homme qu'on a pris pour une marionnette, que l'on a pris pour tout ce que nous avons entendu ici, il est en train de jouer ces plans-là. Et il faut savoir une chose, qu'à l'interne, l'Occident a ses pions. Entre autres, le cardinal Ambongo, parce qu'il ne prend que... Non, mais il ne prend que... suivez par vous. Il dit qu'il soutient le chef de l'État. Non, mais il ne soutient pas le chef de l'État, ou il donne l'impression de soutenir le chef de l'État lorsqu'il a fait une sortie médiatique, et il vous a dit ouvertement pour qui... Il est en contradiction avec lui-même. Il ne peut pas vouloir soutenir le chef de l'État ici, et de l'autre côté vous dire que non, je n'ai pas de problème avec Kagame. C'est parce que chez Kagame, ils ont un développement, il y a une leadership qui est claire, mais vous aussi faites la même chose. Non, mais nous devions faire la même chose, c'est-à-dire aller tuer un homme de Dieu qui vous encourage à les tuer. Mais du moment où les hommes de Dieu rwandais vous disent que Kagame c'est un sanguinaire, il est satanique. Mais alors allez-y comprendre, faites les liens. Mais est-ce qu'il y a un Ambongo comme ça au Rwanda? Est-ce qu'il y a un Non, mais il y a eu un pasteur qui est sorti récemment ici, a fait une déclaration, un pasteur rwandais qui a dit... Mais il n'est pas là, il n'est pas au Rwanda. Non, il est homme de Dieu. Mais pourquoi il n'est pas au Rwanda? D'ailleurs, Ambongo a le courage de le dire en étant en République démocratique du Congo, mais l'autre ne le fait pas au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas y aller. Il dit que le droit même élémentaire des citoyens rwandais ne sont pas respectés. Mais c'est celui-là que vous voulez prendre pour modèle. Il faut comprendre une chose. Vous savez, l'Occident a des astuces par lesquelles il passe obligatoirement. Oui. L'Occident a des astuces par lesquelles il passe obligatoirement. Prenez le cas de droits de l'homme, par exemple. Ici, en République démocratique du Congo, on ne s'en plaint pas. Mais c'est cette excuse-là qui a permis à ce que l'on puisse commencer à faire la guerre à Kabila. Vous vous rappelez? Aujourd'hui, vous avez les Thomas, le Pierrot Lowara qui peuvent dire ce que bon leur semble, et le président de la République fait comme si de rien n'était. Vous avez aujourd'hui les opposants qui sortent, qui font des déclarations, qui organisent même des marches. Mais, certes, mais vous ne voyez que le résultat est tel que le respect des droits de l'homme est là. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas utiliser cet instrument pour renverser le régime en place. Maintenant, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent maintenant à créer de l'opposition certaines personnes qui ont de l'ancrage. Je vous ai cité tout à l'heure ici, pour vous dire que non, ça n'était fini pour, comment dire... Moïse Katumbi, qui a été, comment dire, piégé par Kabila. Et vous avez vu, aujourd'hui, Martin Fayoulou, quand il parle, vous sentez que l'opinion ne suit pas. Même quand vous êtes sur Twitter, vous vous rendez compte que les gens ne suivent plus suffisamment. Alors, je reviens à vous, Maître Pinda. Oui, Siméon, la même question. Est-ce que Kagame serait-il à la fin, finalement, de son temps? Est-ce que le règne de Kagame, ça s'arrête là? Bon, Richard a parlé d'Ambongo. Ambongo qui a apprécié le leadership de Paul Kagame. Il a dit que le Rwanda s'est développé parce qu'il avait il a des dirigeants qui ont un leadership clair, de consort. Mais moi, je me dis que comment un pasteur congolais peut arriver jusqu'au niveau d'apprécier notre agresseur, notre bourreau. Donc, je me dis que la haine a poussé Ambongo à aimer celui qui est aujourd'hui en train de tuer les Congolais à l'Est, simplement parce qu'il ne veut pas du pouvoir de Félix Tshisekedi. C'est pour la première fois que le président Kagame puisse
parlé de la RDC pendant 25 minutes. 25 bonnes minutes. Depuis qu'il est au pouvoir, c'est pour la première fois en tout cas qu'il parle de la RDC. Pendant 25 minutes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans le fonctionnement du Rwanda. Il y a quelque chose qui est secoué dans le fonctionnement de la politique extérieure du Rwanda. Et cela m'amène à répondre à ta question pour dire que si Paul Kagame ne fait pas attention, ses soutiens vont finalement comprendre qu'il est temps de les lâcher. Pourquoi il est temps de les lâcher? Parce que simplement, Kagame est en train de soutenir les terroristes. Il est en train de soutenir les terroristes. Les terroristes qui sont aujourd'hui en train d'être traqués partout à travers le monde. Et je ne vois pas une seule puissance du monde accepter de soutenir un groupe terroriste. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement de la RDC qualifie les M23 de terroristes. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent plus négocier avec ces M23. Je parle des dirigeants congolais. Et donc, Kagame a intérêt de reculer. C'est ce qui justifie même le fait qu'il ait accepté d'aller négocier avec le président Tshisekedi en Angola. Alors, avant d'aller en Angola, Tshisekedi pose des préalables. Il faut d'abord que le Rwanda clarifie sa position face au M23. Il faut que le Rwanda arrête d'apporter son soutien au M23. Tshisekedi a-t-il obtenu gain de cause, oui ou non? Je réponds par oui. Pourquoi je dis oui? Parce que la déclaration finale, il n'y a pas eu de communiqué final, mais il y a eu des déclarations finales. La déclaration finale a fini par nous faire comprendre que Kagame a clarifié sa position vis-à-vis du Rwanda. Et il a démontré noir sur blanc que c'est lui qui soutient, Kagame a clarifié, je veux dire, sa position vis-à-vis d'un M23, et il a démontré clairement que c'est lui qui soutient les M23. Alors c'est beaucoup plus clair maintenant. C'est beaucoup plus clair. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que on ne parle d'un cessez-le-feu que lorsqu'il y a une guerre. Ce sont les deux belligérants qui peuvent déclarer le cessez-le-feu. Ou bien un belligérant qui peut dire, bah, je déclare le cessez-le-feu parce qu'on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. Mais ici, la RDC se bat contre un groupe terroriste, les M23. Mais qu'est-ce que Kagame est venu faire sur la table des négociations? C'est la question qu'on se pose. La réponse est claire. Il est venu sur la table des négociations parce qu'il s'est ça concerné. Il est parti au conflit. Parti au conflit parce qu'il représente les M23. Est-ce qu'on peut dire qu'il C'est ça la clarification. Est-ce qu'on peut dire qu'il a perdu la manche? C'est ça la clarification. Ouais. Et à ce stade-là, c'est Tshisekedi qui a gagné. C'est le Grand Congo qui a gagné. C'est la RDC qui a gagné. Parce que nous avons poussé Kagame à accepter, comme je l'avais dit il y a quelques minutes, que c'est lui qui est derrière les M23, que c'est lui qui soutient les M23, que c'est lui, finalement, le patron des M23. Et parce que nous avons déjà fait, nous avons déjà poussé Kagame à accepter cela. Déjà au niveau africain, nous avons acté cela. Le reste a été mandaté par l'Union africaine. Ça veut dire que l'Union africaine, à ce stade, a acté que c'est Kagame qui soutient le groupe terroriste. Là, il faut faire encore attention, puisque l'Union africaine aussi est à la solde de l'Occident. Non, je sais que l'Union africaine est à la solde de l'Occident. Mais c'est très dangereux, puisque nous ne pouvons ni compter sur l'Union africaine. Voilà, en fait, la guerre ici, nous devrions davantage... Nous comptons sur nous-mêmes. Exactement. C'est-à-dire que la population doit rester dans la rue. Nous comptons sur nous-mêmes. Déjà commencer par demander à la MONUSCO de quitter la République démocratique du Congo, puisqu'on n'en voit pas l'intérêt. La MONUSCO l'a dit. Mais ça sera à long terme. Non, il faut commencer maintenant. Non, parce que nous avons... On ne voit pas ce que la MONUSCO est en train de faire. D'autant plus qu'elle-même, déjà... vous dit qu'il est incapable de se déclarer vaincu. Elle n'est pas en mesure de se battre contre les M23. Et ici, excusez-moi de vous interrompre comme ça, ici il n'est pas question de recourir aux délais qui sont impartis, parce que nous avons un droit à disposer de nous-mêmes. C'est-à-dire que ce droit, en tant que peuple, que nous avons à disposer de nous-mêmes, peut pousser la MONUSCO à y aller. Pourquoi? Ici, au détriment même du gouvernement.
C'est-à-dire que nous devons sortir dans la rue, c'est ce qui est déjà prévu. C'est-à-dire que les communicateurs de l'Union sacrée que nous sommes, tous ensemble, nous allons aller vers la MONUSCO pour lui dire que non, messieurs, merci de nous dire que vous êtes incapables on a fait ça, de on a fait ça sous Kabila. Kabila. C'est mon temps d'antenne. On a fait ça sous Kabila, ça n'a pas changé. Il faut qu'on se Hein. le dise. Ouais. Non, mais écoutez, c'est parce que, vous savez, le problème c'est quoi? Les gens croient que si vous sortez aujourd'hui, demain vous lâchez, et ils vous disent que vous allez vous fatiguer. Donc s'il faut continuer, maintenir cette pression-là, puisque la MONUSCO nous a dit, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais terminons ça, parce que vous dites ça, allons dans votre logique. Tout à fait. Mais est-ce que vous pensez que faire ça, ça va être productif pour vous? Vous allez ouvrir combien de fronts? Non, il y a deux possibilités. Oui. Voilà comment ça se passe. L'opinion, pour qu'un coup marche, il faut que l'opinion soit manipulée. C'est ce que fait l'Occident. C'est-à-dire qu'ils vous préparent d'une certaine manière. Ils ne vous disent pas clairement. Même lorsque l'on dit que le Rwanda vous agresse, on ne le dit pas clairement. C'est-à-dire qu'ils ont peur que l'opinion prenne conscience de ce qu'il y en est pour éventuellement faire déjouer leurs plans. Voilà ce qui va se passer. C'est-à-dire que nous sommes dans la rue, nous faisons pression sur l'Occident, principalement les Américains, le Français, la Belgique et consorts, représentés par la MONUSCO, parce qu'ils savent que la MONUSCO est là pour faire les affaires. Et en faisant partir, dégager la MONUSCO, c'est un manque à gagner énorme. Lorsque nous allons vers la MONUSCO, nous faisons pression. Vous allez voir que les résultats vont se manifester. Rappelez-vous, lors de la chute de Goma, la population est sortie dans la rue. Ils ont eu peur et c'est la MONUSCO qui est allée récupérer la ville de Goma, l'aéroport de Goma à l'époque de Kabila. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons, comme le disait et le fait Etienne Tshisekedi, que nous sommes, nous, population, une arme qui est plus forte qu'une bombe atomique. Aujourd'hui, nous pouvons mettre fin... Excusez-moi ma parole. Alors, j'étais en train de dire que l'Union africaine a acté, même de façon tacite, le fait qu'aujourd'hui, le Rwanda soutient un groupe terroriste. Parce qu'il y a des questions à se poser. La déclaration finale, les mini-sommets décident du retrait de M23 des positions occupées. Alors que le M23 n'était pas sur la table. Qui a décidé au nom de M23 pour qu'il puisse se retirer? Ça veut dire que c'est Kagame qui a décidé pour que le M23 puisse, qui a accepté, je veux dire, pour que le M23 puisse se retirer. Et donc, à ce stade, on a gagné. Mais il y a encore des questions à se poser. Comme au sommet de Nairobi, ces sommets ne nous ont pas encore profité jusqu'à ce stade parce que les combats ont encore repris. Il faut le souligner. Depuis ce matin, vers 7 h ou depuis hier, la nuit, les combats ont encore repris entre les F-23 et les FARDC. Ça veut dire que le cessez-le-feu n'est pas encore mis en application. C'est là qu'il y a le problème. C'est à ce stade que moi je me dis que Paul Kagame, bon, comme son l'ancien premier ministre est en train de le dire, c'est quelqu'un avec qui il faut négocier tout en étant souple. Il faut encore durcir les tons face à Kagame. Parce que hier... Durcir les tons, c'est le combat sur terrain déjà. Oui, c'est ça. Parce que hier, ils se sont convenus d'un cessez-le-feu. Mais aujourd'hui, les combats ont repris sur terrain. Et donc, ça ne s'explique pas. Ça s'explique. Ça s'explique parce qu'ils peuvent vous montrer que bon, je suis pas... Non, ça ne s'explique pas dans ce sens que l'interlocuteur en face de nous n'est pas sincère. Non. Parce que même le chef de l'État l'a dit, Félix l'a dit. Excusez-moi de vous interrompre. S'il vous plaît. Parce que terminer. même Félix l'a dit. Il a dit qu'il y aura espoir pour que la confiance puisse être rétablie entre la RDC et le Rwanda si et seulement si il y a sincérité dans le processus, dans la démarche pour la recherche, pour les, pour le rétablissement de la confiance et de la paix. Mais à ce stade, nous notons que Paul Kagame n'est pas sincère. Parce que c'est lui qui a parlé au nom du M23. Mais le manque de sincérité de Paul Kagame ne devrait pas vous surprendre. Non, ça Il ne est nous surprend foncièrement pas pas. sincère. Ça ne nous surprend pas. C'est pourquoi j'ai dit que nous devons durcir les tons. Ça veut dire que nous devons aussi, parce qu'il continue à faire parler les armes, nous devons aussi renforcer le côté armes pour que nous puissions finalement faire comprendre à Kagame, comme Tshisekedi a dit, qu'on n'est pas faible. Alors, vous avez la parole. Oui, 30 secondes. Oui, allez-y. Ça fera 3 fois de suite. Allez-y, vous aurez la parole. Ça devient tellement intéressant qu'il faut, du coup, tel Allez-y. quel. Alors, je voudrais dire ceci. Vous savez, par rapport à cette situation, nous le savons tous que Kagame, c'est un gars rusé. C'est-à-dire qu'ici, Kagame, en y allant, il a espéré trouver quelqu'un qu'il pouvait manipuler.
sur terrain, si les guerres, les crépitements d'armes continuent, c'est tout un message pour dire tout simplement que je n'ai pas obtenu ce que je voulais et je voudrais l'obtenir par force. Mais cependant, ici, il ne faut pas oublier, par force, Tshisekedi est déterminé. Puisque nous l'avons dit tout à l'heure ici, que ce qui a fait plier Kagame, c'est la détermination de FRDC, de Tshisekedi, en finir une fois pour toutes avec le Rwanda. Donc, il y a aussi l'aspect diplomatie parole, qu'on ne doit pas oublier, parce qu'à l'époque de Kabila, en 30 secondes, oui. À l'époque de Kabila, lorsqu'ils sont entrés sur Bunagana, quelques heures après, ils ont marché sur Goma. Mais cette fois-ci, ils ont fait plusieurs jours sur Bunagana, et donc la diplomatie a payé. Très bien. Leur objectif d'entrer sur Goma jusqu'à ce que je viens à vous. Alors, je viens à vous, Dionit. Goma était tombé une fois. Et c'était une arrogance sans aucune mesure. Mais ici, ce Bunagana qui peine péniblement d'être pris. Parce qu'il faut rappeler que Bunagana, c'est pas l'entièreté de Bunagana qui serait entre les mains de M23. Et même quand ils ont Bunagana, ils ont du mal à rester pendant très longtemps. Parce qu'il y a quand même une certaine force, une certaine résistance. Est-ce que l'on peut dire que les choses ont véritablement changé finalement, même dans la dialectique seulement? Est-ce que les choses ont véritablement changé en défaveur de Kagame? Et puis aussi, vous avez M. Faustin, qui est l'ancien Premier ministre, et bien d'autres opposants d'ailleurs rwandais, qui pensent qu'il faudrait, si pas armer les opposants rwandais pour faire exactement ce qu'ils ont fait ici au Congo. Merci pour la question, cher Christian. Je crois que le problème n'est pas ici dans la méthodologie, mais plutôt dans la finalité. Parce que, à regarder la position aujourd'hui de Bunagana, c'est vrai, Bunagana est considéré comme le réservoir des ressources naturelles stratégiques voulues par le Rwanda aujourd'hui. C'est une prise qui est essentiellement liée à l'approvisionnement de la chaîne de production industrielle du Rwanda, qui se trouvait déjà en panne des ressources parce que avec l'installation des gouvernements militaires dans l'est du Congo, Nord Kivu, Ituri, ça a quelque peu, même pas quelque peu, mais ça a énormément dérangé l'industrie rwandaise. Alors, ici, il fallait prendre Bunagana, c'est ce qu'ils ont fait jusque-là, mais les FRDC n'attaquent pas parce qu'il faut attaquer. Ça me rappelle un peu l'histoire de la Bible des deux femmes qui sont venues devant le roi Salomon. Il y a une qui disait non, on peut diviser l'enfant en deux, comme ça elle prend un morceau de l'enfant, moi aussi je prends un morceau de l'enfant. Mais la mère de l'enfant savait que l'enfant lui appartenait. Accepter qu'on découpe l'enfant lui ferait perdre son enfant pour l'éternité. Elle a accepté que l'autre garde l'enfant pourvu qu'elle voie l'enfant entre ses mains. La situation de Bunagana, cher Christian, elle est sérieuse. Vous avez dit que ce n'est pas tout Bunagana qui est pris. Encore qu'aujourd'hui, la manipulation fait savoir que c'est tout Bunagana. Ce n'est pas tout Bunagana qui est entre les mains de M23. Dans cette partie, il y a des Congolais qui vivent. Quand on dit Bunagana est pris, ce n'est pas seulement des maisons. Il y a des habitants qui sont là-bas. Est-ce que les FRDC peuvent lancer l'assaut tous azimuts pour déloger les M23 au détriment des vies humaines congolaises qui sont dans cette contrée? Tout de suite, la réponse est non. Il faut, est-ce qu'il y a des mécanismes, est-ce qu'il y a une autre voie de sortie pour pousser le M23 à quitter le territoire? Et c'est ça, justement, le travail que fait le président de la République avec sa diplomatie. Mais nous ne pouvons pas, en ce moment-là, croiser les bras. Et les FARDC continuent à mettre en place ce qu'il faut mettre pour pouvoir déloger l'ennemi. Si, au niveau diplomatique, si la stratégie diplomatique ne marche pas, eh bien, les FARDC
ils ne vont pas dire sur la place publique qu'est-ce que nous sommes en train de faire maintenant pour reconquérir Bunagana. Mais c'est question des jours, c'est question des heures. Demain ou après-demain, nous allons nous réveiller et trouver que Bunagana a été repris. Mais la dynamique du président Tshisekedi d'aujourd'hui de pouvoir dialoguer, c'est lié à sa peau. Pourquoi? Parce qu'on sait que les sociaux-démocrates, ils sont comme ça. Ils privilégient toujours le dialogue. Ils sont comme ça. Même quand vous regardez en France et partout, ils sont comme ça. Les sociaux-démocrates, c'est le dialogue. La guerre, en tout cas, c'est la toute dernière option. Alternative. Et c'est comme ça que l'UDPS a battu même sa politique sur la non-violence. Alors, on ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on ait un président de la République qui est à la tête du pays, mais qui puisse privilégier la violence pour régler une question, là où il y a des vies humaines, là où on a déjà connu beaucoup de pertes en vies humaines, que lui puisse mettre en avant l'option militaire. Donc ça irait un peu en contradiction avec ses convictions politiques. Non, pas l'option militaire, mais l'option de guerre. L'option de guerre, militaire. Justement. L'option de guerre, mais c'est ça. Non, mais là, nous sommes en France. C'est la même chose. Nous sommes en France. C'est la même chose. Les militaires se battent, mais en fait, l'option de guerre, ça signifie demander au Parlement qu'il puisse voter. Déclarer la guerre contre le Rwanda. On déclare la guerre contre le Rwanda. Alors, lui, ça, c'est vraiment la toute dernière option. On termine avec vous, votre mot de la fin aussi, parce qu'on va faire les derniers Non, tours mon de table dernier mot de la fin, c'est que, vous savez, le pays, il est organisé. Ce n'est pas pour rien que nous avons plusieurs ministères. Vous avez le ministère de la Défense qui s'occupe de ce qui est défense et sécurité. Nous avons un ministère de la Culture et des Arts. Voilà pourquoi les musiciens devaient jouer leur concert. Mais la vie ne doit pas s'arrêter à ce qui se passe dans l'Est du Congo. La nation doit continuer. Il faut que les autres ministres, il faut que les autres secteurs comprennent qu'il faut travailler. L'IGF doit poursuivre son travail. J'ai salué ce qui s'est passé hier avec la ministre d'État au portefeuille. Je crois que vous avez suivi. Le Premier ministre, le chef du gouvernement, a fait les déplacements du ministère à la Maison Verte. Oui, c'est ce qu'on appelle la Maison Verte, justement pour signer ou assister à la signature des fins des travaux, des conciliations des comptes entre la Régie des eaux et la SNEL et les deux entreprises face à l'État congolais, parce que vous savez qu'il faut renforcer ces entreprises-là. La Banque mondiale qui a accepté, parce que la ministre du portefeuille avait fait un travail exceptionnel de pouvoir aujourd'hui identifier quels sont les réels problèmes qui sont à la base du déclin, de la chute des entreprises du portefeuille de l'État. Et alors, la Banque mondiale s'était prononcée pour pouvoir aider au relèvement de quelques entreprises, notamment la SNEL et la Régie des eaux. Mais ces deux entreprises accusaient énormément de dettes. Alors, il fallait d'abord concilier les dettes, savoir qu'est-ce que la Régie des eaux doit à la SNEL, qu'est-ce que la SNEL doit à la Régie des eaux, qu'est-ce que l'État congolais doit à ces deux entreprises, et qu'est-ce que ces deux entreprises doivent à l'État congolais. Donc il fallait ce travail-là, et ça a été fait. Ça justement, j'encourage, parce que nous ne pouvons pas avoir une armée forte si nous n'avons pas un grand budget. Avec un budget de 11 milliards. Parce qu'en 2021, c'était 4% qu'on avait réservé dans le budget de l'État aux forces armées. Donc, si nous avons le grand budget viendra notamment de ce que les entreprises publiques apportent au trésor public. Très bien. Donc, c'est un travail collectif qu'il faut que tous les Congolais apprennent à mettre maintenant. Mais je vais terminer par ce grand culte qui va s'organiser au Stade des Martyrs. Je suis tombé sur cette information-là. Il y a un grand culte qui va s'organiser. Si je ne me trompe pas, ça sera le 17 juillet au stade des Martyrs. Ah, ok, les cultes sur... les cultes écuméniques. Soutien des FARDC et tout ça, ouais. Prier pour la paix dans l'Est du Congo. Je crois que c'est très important. Il faut une mobilisation de tous les Congolais en ce moment. Si on nous prive les moyens de pouvoir armer notre armée, permettez-moi la redondance, il faut que nous, peuple congolais, nous puissions. Il faut que la communauté internationale sente qu'il y a une
tellement forte mobilisation au Congo. Qui organise les cultes? Qui organise- Il faut nous le dire. Qui organise les cultes? Ce sont les confessions religieuses. Ah, ok. Ce sont les confessions religieuses. C'est pas politique. Il faut Donc, dire les églises de réveil. Non, pas l'église de réveil. L'église catholique qu'on peut aussi. Les églises de réveil, l'église catholique, Qu'est-ce que l'église Pinda avec musulmane, les églises les catholiques? kimbanguistes, Vous savez- en tout cas toutes les églises. Moi, j'en appelle à cette mobilisation-là. Très bien, merci. On doit voir 100 000, plus de 100 000 personnes Ouais. au stade des martyrs pour pouvoir dire non à la guerre, non au sang qui coule dans l'est du Et au Congo. départ immédiat de la MONUSCO. Voilà. Sans embâche. On termine Et avec ici, votre mot de la imaginez fin. un peu Ouais, votre mot de la fin. population mobilisée dans la rue. Moi, je parlais des mots de fin. Ouais, non, vous aurez votre mot de fin. De toute non, vous avez déjà donné votre mot de fin, vous aurez eu le temps de discuter. Si, Je n'ai pas eu de mots de fin. Allez-y, Pinda. On a par contre Allez-y, fini Pinda. avec les sujets, mais les mots de fin. bon, avec les C'est lui qui a commencé de toute Avec façon. les c'est toujours comme ça, quoi. De toute façon, je disais que Oui. On cette termine. mobilisation-là, arrivée au stade des martyrs, après notre prière, On y nous va allons directement. directement vers la MONUSCO, vers les États-Unis. La donne va changer. Là, Vous je serai savez, là. Non, là, je serai là. Si c'est Lors- comme ça, je serai là. Après, Non. juste là. Après, oui. Mais ça à la va de messe, soi. on y va là-bas. Vous savez, lorsque Moïse priait, pendant qu'ils étaient en train de prier, Aaron, Hur était en train de combattre. Vous voyez ça? Et il y en Donc, ce a d'autres voudrait qui dire- soutenaient les mains de Moïse. Exactement. Exactement. Ouais. C'est pour dire tout simplement que ici, non seulement nous devons nous laisser faire, parce que certaines églises ont été créées par l'Occident éventuellement pour endormir la population, il faille pour nous de prendre la responsabilité d'aller vers la MONUSCO, d'aller vers les États-Unis pour leur dire qu'on en a marre de cette supercherie. Parce que ici, il faut attirer l'attention de l'opinion sur une chose. Les dangers ici, c'est que nous risquerons de nous réveiller un matin et de perdre Tshisekedi. C'est-à-dire qu'on peut comploter pour un assassinat. C'est-à-dire qu'on peut comploter pour vous prendre, je ne sais qui, éventuellement dire que non, celui-là, c'est le meilleur. Puisque aucune solution, je dis bien, j'insiste, qu'aucune solution de l'Occident en Afrique a déjà marché. Le brassage et mixage nous a aujourd'hui conduit à cette infiltration. Le refus pour l'Occident de nous accompagner véritablement, c'est-à-dire que le refus pour eux de favoriser l'identification des Congolais après Sun City, c'est le résultat que nous avons aujourd'hui. N'oubliez pas que nous avions déjà les acquis de la CNS, c'est-à-dire que la conférence nationale souveraine déjà avait pondu l'architecture d'un État solide. On nous a amené l'AFDEL. N'oubliez pas que lorsque Mobutu arriva, Lumumba avait déjà implanté les acquis d'une démocratie, d'un État de droit souverain, moderne même. On nous a amené ainsi de suite. Mouzé ici avant de mourir. Mouzé avait déjà planifié, préparé de manière à ce que nous puissions. D'ailleurs, l'économie, on avait déjà la stabilité de tout ce qu'on pouvait. Et puis, il faut dire aussi que Kabila, le père, avait déjà préparé, un peu à la suite de ce que Mobutu avait fait, une fonderie. Tout à Même fait. Tout à Massina, fait. là-bas, la Mais qu'est-ce que... des trucs comme ça. Exactement. Pour fabriquer des armes. Exactement. Et puis après... Qui nous a préparé? Qui... En fait, c'est toujours ça. Ouais. Mieux encore, l'Occident participe même à la lutte contre l'anticorruption ou la lutte contre la corruption. La preuve en est que ici vous avez Matata Pognon qui doit aller chercher les alliés qui doivent le protéger. Lui qui estime être innocent. Très Il bien. devait en principe affronter la justice Merci, pour que la Mpinda. sentence qu'il demande devant la justice, au lieu d'aller chercher les Merci. alliés ou éventuellement se construire des bunkers pour échapper à la justice. Merci, maître Mpinda. Dernier mot, Bon, mot de la fin, et au puis lieu le de biscuit, discuter, on passe. en rapport avec les sujets, Jenny a fait un biscuit. Donc, je me permets aussi de... Non, tu te permets de pas, c'est commencer moi par qui mon te permets. biscuit. C'est moi qui te permets. Ah, ok. Ouais, moi, je te permets de le faire. Ok. Et puis, on termine par là. Biscuit de 30 secondes, là. Comment ça, le biscuit? Juste 30 secondes. Finissons ça, Alors, puis moi, tu moi, prendras la je veux parole. parler de ce Finissons sujet, ça. Qui finisse son biscuit, puis tu prends ton Ah, biscuit. ok, on termine. Exactement. 30 secondes, je compte. Nombreux ont Ouais. suivi la déclaration des communicateurs de l'Union sacrée. Ouais. C'est-à-dire que nous allons bientôt ici descendre dans des églises pour solliciter aux Congolais de pouvoir éventuellement intégrer le FRDC. Nous allons aussi aller dans les églises. Nous allons joindre certaines associations, les ONG et consorts, ainsi de suite, tout ça. Ici, ce que nous poursuivons, c'est que les Congolais prennent conscience, qu'ils prennent conscience de ces complots internationaux. Très bien. Et ces complots internationaux ne peuvent être déjoués que par des Congolais qui ont conscience et qui veulent réellement que le Congo évolue. Terminé. Alors, moi, je parle de cette affaire qui devrait la chronique. Il s'agit du dossier, ce dossier foncier qui oppose les CC au président du Sénat.
le professeur Bahati Lukwebo. Ces dossiers qui en passent d'être politisés avec les soutiens de certains médias, j'ai lu dans des réseaux sociaux, j'ai vu des émissions autour de ces dossiers. Mais moi, je viens ici dénoncer, parce que je suis de près ces dossiers, je vais dénoncer d'abord la politisation de ces dossiers. Ensuite, dire que l'ECC n'est pas en droit de réclamer cette parcelle. Donc la parcelle qui se retrouve au niveau des Molars, le prolongement de l'avenir de la libération. L'ECC n'est pas en droit de réclamer cette parcelle parce que le marché a été passé en bonne et due forme entre la partie Bahati, donc Bahati, et les ayants droit, les héritiers de cette parcelle. Donc l'ECC n'a jamais obtenu et n'a jamais été en possession des certificats d'enregistrement authentifiés de cette parcelle qu'elle est en train de réclamer à ces stades. Et donc, Bahati est un acquéreur de bonne foi, je l'ai dit en tant que journaliste, parce que je suis en train de mener des investigations là-dessus. Moi, je n'ai rien à dire. Bahati est un acquéreur de bonne foi dans cette affaire. Jusqu'à ce stade, j'ai noté qu'il n'y a aucune opposition actée qui a empêché la mutation des documents et tout s'est fait dans les normes. Et comme je l'ai dit, Bahati a des documents réguliers et l'ECC n'est pas donc en droit de réclamer la parcelle. Et comme nous le savons tous, avant d'élaborer un certificat, le conservateur a d'abord besoin d'un, comment on appelle ça, acte de vente. Il a aussi besoin d'avoir en face de lui les parties en présence. Donc la partie qui a acheté et la partie qui a vendu. Ces deux parties s'étaient présentées devant les conservateurs. Le conservateur c'est quoi encore la juridiction? Nous sommes dans quelle commune? Kassavubu, c'est quoi encore la juridiction? Moi, je ne connais pas. En tout cas, c'est ton biscuit. Le conservateur avait en face de lui les deux parties. C'est au regard après avoir auditionné les deux parties, au regard des pièces qui ont été mises à sa disposition, qu'il a élaboré un certificat qui a été donné à Bahati Lukwebo. Et que l'ECC vienne aujourd'hui réclamer la parcelle pour dire que la parcelle que Bahati est en train d'occuper au niveau des Molars n'appartient pas à Bahati, elle appartient à l'OCC. Merci. Eh bien, c'est un faux dossier. Qu'est-ce que dit à l'ECC? Eh bien, c'est un faux fouillant. Oui. D'autant plus qu'ils n'ont pas de certificat régulier. Merci. La seule personne à détenir les certificats réguliers de cette parcelle, il s'agit bien du président Bahati Lukwebo. Merci. Et donc, j'ai aussi appris, on va terminer, que bientôt, j'ai appris que ces gens qui sont en train de vouloir déstabiliser le président du Sénat vont bientôt écrire au chef de l'État pour lui demander à ce qu'il s'implique, de sorte que Modèle Sakombi, qui est le ministre des Affaires foncières, puisse instruire les conservateurs pour que celui-ci invite Bahati avec les titres, son titre, de sorte qu'on puisse l'annuler. J'ai appris que ça va se faire comme ça. On a fini. Mais nous espérons que l'état des droits... Excusez-moi 30 secondes. C'est aussi le fait... C'est bon. C'est aussi... C'est pas vrai, on a fini. C'est aussi... J'ai pas fini. C'est aussi le fait d'accepter que celui qui a acquis... Ok, Siméon, c'est bon. On a fait 2 minutes sur la question, c'est bon. Non, mais il faut pas... Son histoire, le président du Sénat, dans ces cas-là, si l'on devait instruire, si le président de la République devait instruire le ministre des Affaires foncières pour éventuellement intervenir... On a fini. Non, moi, je donne une information. Ça met Kanina mal à l'aise. On a fini. En fait, l'émission est finie. L'ECC veut saisir le président pour qu'il s'implique. Est-ce que je peux? Ils vont le saisir. Même toi aussi, les journalistes, on va s'arrêter là. Ils vont saisir le président de la République, comme vous le dites. Merci beaucoup. Le président du Sénat a
un instrument C'est par pas le des thème, verrouilles. non, C'est-à-dire c'est pas qu'il le thème, peut maître interpeller Richard. le ministre pour- Mesdames et messieurs, c'en est fini. Le sujet parlait de la guerre, pour lui. le sujet parlait de notre territoire, mais j'ai pas compris comment on est arrivé au territoire des SCC et des Bahati. Bon, de toute façon, comme c'est les territoires, on comprend. On se retrouve à la fin, on se retrouve prochainement. Demain, ça sera le dernier numéro Grande Tribune, et demain, je recevrai le pasteur Kassambakana, le polygame. On va faire un débat avec lui. Ça sera Grande Tribune, mais ça sera dans ce cadre-là. Merci à vous, merci à Kaninda d'être passé. On sera tous au stade, ça c'est sûr. Merci. Alors, oui, on sera là aussi. Non, il faut venir. Comme ça, on fait tout ce bloc. On va après là-bas, on parle. Merci. Il faut que la montagne nous envoie 100 000 personnes au stade des Martyrs. Oui, et puis Depuis devant ce soir, l'ambassade de la même, MONUSCO. Et puis ça serait très bien. Et puis merci à toi aussi, Merci. Siméon Isako. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse l'air d'ici.